Nous allons clôturer cette journée où on aura parlé évidemment de la gouvernance de l'information, des data, des documents, de gestion documentaire, des dark data. On a eu des sessions hyper intéressantes sur ce sujet. Mais là, l'idée, c'est qu'on fasse ensemble, Pierre, peut-être un débrief déjà de ce qui s'est dit, dans la journée et puis de ce qu'il faut retenir, en gros. Que ce sujet, justement, est adressé par Serdar Chimak depuis un petit moment déjà. Oui, bah écoute, merci Eric. Et puis, rebonjour à tous. Voilà. Déjà, je voulais rebondir sur le témoignage de Virginie sur la Croix-Rouge française. Je pense que c'est un témoignage qui est extrêmement pertinent et intéressant parce que, vous l'avez bien vu, on est quand même sur du gros volume, du volume sensible, puisque effectivement, on est sur de la donnée de santé, tout du moins sur une très, très grosse partie. On est aussi également sur une organisation qui n'est pas très simple, puisque effectivement, on est dans un environnement associatif avec des bailleurs, avec l'autofinancement. Enfin, il y a un certain nombre de choses, de complexité. Et là, eh bien, le cheminement, effectivement, est parti sur la filière archiviste, puisque effectivement, ça fait partie, vous l'avez bien noté, que Virginie a son ADN archiviste et donc l'archiviste il connaît bien effectivement les données, que ce soit des datas structurées ou non structurées, et donc derrière il faut effectivement fabriquer la pelote, etc. Et ce qui est très pertinent et intéressant, c'est que il y a un moment donné où il y a eu une bascule et elle l'a très bien témoigné entre le volet communication en fait et le volet risque, audit, contrôle interne. Et là, je dirais quelque part, tout a basculé en fait. Puisque là, on a basculé sur le besoin de mettre en place une gouvernance. Et c'est à ce moment-là que les éléments de gouvernance de l'information ont été mis en place. Et donc, on est aussi particulièrement fiers et heureux d'accompagner la Croix-Rouge sur nos engagements de mécénat. En fait, ça fait partie effectivement de l'ADN de Groupe Serdar Archipag. Et on le fait depuis quelques années avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important que je tenais vraiment à souligner. Il y a un moment aussi, je pense que vous l'avez, tout le monde l'a noté, Virginie a parlé d'offres de services. Et ça, c'est très intéressant parce que dans une politique, politique de gouvernance de l'information, eh bien, il y a des offres de services. Et c'est quoi des offres de services? C'est des ensembles à la fois de process, d'outils, de solutions, de matériel, de sécurité, de respect de RGPD, le tout orienté utilisateur, utilisateur interne ou externe. Donc l'offre de service, en fait, c'est gagner la facilité, permettre l'ergonomie en fait de chaque poste de travail dans le travail effectivement qui est effectué au quotidien. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai tout à l'heure parce que l'offre de service, ça se travaille. Mettre en place une solution de GED, ce n'est pas mettre en place une offre de service, c'est déjà un élément. Alors du coup, effectivement, besoin de plateformes transversales et connectées, et je pense qu'il y a eu beaucoup de témoignages par rapport à Box, par rapport à Island, orienté sécurité et orienté interopérabilité, interconnectivité, intelligence artificielle pour l'un et pour l'autre. Et donc, du coup, les plateformes transversales et connectées sont effectivement nécessaires. On ne peut pas faire sans si on veut effectivement s'engager dans une politique ou une cohérence en fait de politique de gouvernance de l'information. Donc voilà, ça c'est vraiment un élément, mais ce n'est pas suffisant, évidemment. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait l'expérience de mettre en place une JED et puis après, voilà, on a une JED, qu'est-ce qu'on fait avec? Et là, on se retrouve à faire des organisations de répertoire comme grosso modo, ça ressemble tellement à des répertoires sous répertoires Windows que finalement, ça ressemble
trop, et donc du coup, effectivement, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de cycle de vie, il n'y a pas nécessairement les bonnes métadonnées. Donc là-dessus, effectivement, on a souci parce que il n'y a pas de gouvernance en fait qui a été mise en place. Donc voilà, donc ça c'est un deuxième point sur lequel je voulais un peu rebondir par rapport à cette journée. Troisième point, et je remonte un peu de bas en haut, parce que comme ça, c'est une méthode, soit de haut en bas, enfin voilà, c'est pas un sujet. Le risque est au cœur de toute gouvernance. Alors, c'est là où, effectivement, parfois, nos amis les record managers disent oui, mais bon, c'est du record management. Oui, en partie, évidemment, mais également, c'est RSSI, c'est DPO, il y a le volet réglementaire, il y a la cybersécurité d'un point de vue technique, en fait, il y a la sécurité sur les ressources humaines et sur les compétences. Et puis, il y a l'IA qui a été largement développée, et ça, je pense qu'effectivement, on ne peut plus faire sans. Donc, on est sur ce point-là. Et n'oublions pas tout de même le sujet de la souveraineté dont on a parlé, mais je pense que c'est vraiment un point, notamment au niveau des services publics, là, qui est vraiment un vrai sujet, et de plus en plus dans les entreprises privées, les ONG ayant effectivement également le même sujet. Donc, ça veut dire effectivement à la fois des hébergements en mode souverain. Alors, en règle générale, on est en capacité de pouvoir effectivement héberger sur le sol européen, mais parfois il y a des exigences qui sont plutôt orientées le sol national. Donc, du coup, il va y avoir effectivement ce type de sujet. Mais là, ça recouvre à la fois du matériel, de la sécurité et de l'usage. Donc, voilà, je voulais juste souligner, en fait, le mettre un peu en gras. Autre élément, et là, je reviendrai et je pars tout de suite sur, vous savez, la première question qui avait été adressée sur, et oui, la gouvernance de l'information, c'est les data, c'est quoi? C'est pas les data. On n'a pas arrêté de parler de data, et je pense que effectivement l'information, c'est donner de la signification à des données, qu'elles soient non structurées ou structurées. Voilà, ça c'est un petit peu le sujet. Il y a pas mal de définitions, tout le monde tourne autour d'une même définition. De toute façon, de l'information, c'est de la donnée qui est intelligible et qui peut être effectivement transmise, lue et communiquée. Voilà, on va partir là-dessus. Mais vous avez eu raison en posant les questions comme, par exemple, données structurées versus données non structurées. Et j'en veux pour preuve un exemple d'une organisation que nous avons accompagnée où là, il y a eu une vraie discussion. Alors là, on est plutôt dans un environnement industriel. Vous savez, c'est un peu différent. C'est-à-dire, en fait, quand on est dans l'industrie, il y a des paquets de données en fait structurées qui viennent des métiers. Par exemple, vous avez des instruments de mesure. Ces instruments de mesure, ça sort de la donnée en permanence, en flux continu, jour et nuit. Et donc, ces données, il faut les mettre quelque part pour pouvoir les exploiter, etc. Elles sont pas nécessaires, elles sont parfois que techniques. Elles ne sont pas nécessairement toujours dotées de données à caractère personnel. Mais ce sont des données. Et donc, du coup, dans cette organisation, comme retour d'expérience, eh bien, il y avait une gouvernance de la donnée. Donc, c'est pour ça, c'est le clin d'œil par rapport à la question de ce matin, mais ça permettait effectivement de faire la clôture au niveau de cette journée en partie sur ce sujet. Et du coup, il y avait une gouvernance. Donc, il y avait une équipe qui s'occupait de la gouvernance des données, mais il s'agissait des données techniques. Vous voyez? Et donc, ce qui a été retenu, en fait, pour mettre en place et déployer la gouvernance de l'information, c'est que la gouvernance de l'information recouvre l'entièreté et que le volet des données techniques donc, était traité par telle équipe et que les données non structurées étaient à bâtir. Voilà. Et donc, du coup, là, on a travaillé sur les données non structurées et il y avait la place qui avait été posée, en fait,
sur les données structurées qui restaient effectivement traitées par une équipe à part. Et vous voyez, c'est vraiment, faut être pragmatique, hein, et je pense qu'effectivement, Virginie, dans son témoignage, c'est du pragmatisme. Et c'est de l'hybridité aussi, hein, par rapport aux différents supports, aux différentes catégories de data qu'il faut effectivement poser en termes de périmètre, de définition, etc. Donc voilà, ça c'était ma petite réponse et mon rebond par rapport effectivement aux premières questions. Ensuite, très très clairement, tu peux reste là-dessus parce que je n'ai pas terminé de remonter. Excuse-moi. Non, je t'en prie, je t'en prie. Donc, évidemment, sortir des visions par métier, par département et des silos d'information, donc la transversalité. Et à partir du moment où on commence à avoir de la bonne pratique d'un point de vue même technique, j'entends, vous mettez par exemple en place une JET qui est transverse. Cette JET transverse, déjà, c'est de la mutualisation. Cette mutualisation, c'est de la bonne pratique. C'est de la bonne pratique à la fois en termes d'efficacité, c'est de la bonne pratique en termes d'éco-responsabilité, parce que effectivement, au lieu de maintenir la vingtaine de GED ou les 5 GED qu'il faut pour chacun des 5 ou 20 métiers, eh bien, on va avoir une GED qui va permettre effectivement de pouvoir avoir un usage de manière transverse et mutualisée. Donc, du coup, cette mutualisation implique qu'il va falloir raisonner sur de la standardisation, mais de l'adaptation à chaque métier également. Donc, raisonnement, eh bien, derrière, il faut qu'on embarque dans la politique de la gouvernance de l'information, quid des métadonnées qui sont communes, des standards qui vont être communs aux différents métiers avec un usage et l'outillage. Et là, effectivement, on parle de GED, de CM, de GEC, d'archivage, etc. Il va falloir effectivement se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Et Dieu sait qu'il y a un certain nombre, et comme je le disais ce matin, voilà, autant de filiales, autant de structures de direction que de RP, que de GED, que de ceci, que de cela. Donc, du coup, effectivement, il y a un sujet qu'il va falloir habiller. Et cet habillage, on est sur la gouvernance de l'information. Alors, ensuite, c'est le rassemblement de ces informations dans cette gouvernance. Et comme je le disais ce matin, on a la chance d'avoir depuis l'année dernière une norme gouvernance qui vient de loin, hein, qui vient effectivement d'une quinzaine d'années de maturité. Et donc aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs du domaine et beaucoup d'opérateurs publics comme privés qui parlent de gouvernance de l'information. Et du coup, Eric, je vais te demander de juste passer. Voilà, et donc on retourne sur ce fameux paradoxe, hein, et le paradoxe qui a été cité par Caroline Buscal tout à l'heure, mais qui transparaît à chaque intervention, en fait, c'est protéger, c'est pas protéger et servir, c'est protéger et partager, en fait. C'est-à-dire à la fois, les données, il faut les protéger, donc évidemment, éviter de les partager, hein, parce que c'est quand vous protégez bien, ça veut dire que vous fermez et vous mettez dans les coffres-forts qui vont bien, mais en même temps, il faut les partager, donc il faut ouvrir. Et il faut prendre un niveau de risque en disant je le partage, mais il y a toujours un niveau de risque quand on commence à partager, etc. Donc, grosso modo, la politique d'archivage qu'il va falloir soit formaliser parce qu'il y a déjà plein de choses et qu'il faut mettre en forme, mais qu'il faut également peut-être écrire, eh bien, ça sera ces deux P, en fait, protéger et partager. Et il va y avoir pour chaque catégorie, chaque métier, un travail à faire. Et donc, c'est vrai qu'avec le DPO et avec le RSSI, avec le RGPD, c'est un bon guide, en fait, parce que c'est un framework, hein, un cadre, en fait, générique, qui est super opératoire pour effectivement dire ce qu'on doit protéger en fonction de la finalité et ce qu'on doit partager toujours en fonction de cette finalité et au niveau de chacun des utilisateurs. Alors, du coup, je me suis dit, bon, tiens, on va poser qu'est-ce qu'on devrait avoir dans une gouvernance de l'information. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, partons déjà de manière générique pour les 7 points, en fait, on a besoin de toute façon de communiquer, d'embarquer, d'accompagner le changement.
Hein, ça, c'est quelque chose qui n'est pas écrit en particulier comme un des points, mais c'est un point générique. Donc ça, c'est quelque chose qui a été souligné, qui est absolument indispensable. Et quelque part, souvent, on pense que c'est magique. C'est la pensée magique. Hein. On met un outil, et on le paramètre et hop, ça tourne. En fait, c'est pas la vraie vie. Et ça, je pense que tout le monde a l'information. Mais par contre, souvent, ça suppose effectivement du temps, du budget, la charge. Et donc, du coup, on n'est pas toujours prêt à mettre un peu de moyens là-dessus, alors que c'est quand même la clé. Alors, sinon, sur les 7 points qui sont un peu dans le désordre, sauf le point 3 qui est l'organisation de la gouvernance, parce que qui dit gouvernance dit qu'il y a une instance qui valide un certain nombre de règles qu'on accompagne ensuite en termes d'application, hein, c'est bien, on est bien d'accord, mais cette gouvernance, elle s'installe. Alors, comme dans toute système de normalisation ou de certification, déjà, on est sur le système de la qualité et de l'apprentissage progressif. Hein, donc, ça veut dire effectivement qu'on a une route d'éming qui va bien. Et donc, du coup, on va avoir une instance de pilotage. Cette instance de pilotage, c'est évidemment, RSSI, DPO ont leur rôle assez fondamental, responsable des risques, responsable de la compliance, hein, ça dépend des activités et des secteurs d'activité, etc. Et puis, il y a les métiers. Donc, les métiers doivent être représentés. Donc, autour de la table, on a besoin de représentants des métiers. On a besoin également de la direction ou de membres du CODIR, hein, de façon effectivement à ce que cette gouvernance fonctionne, c'est-à-dire on fait remonter dans ces instances des plans d'action. Ces plans d'action, on fait remonter ce qui a fonctionné, mais ce qui n'a pas fonctionné également. Et puis les actions correctives, les éléments de correction, d'amélioration, etc. Et puis à chaque fois, il y a toujours un peu des budgets, des nouvelles acquisitions, etc. Donc il faut faire valider. Donc il y a quelque part un peu le financier à intégrer évidemment là-dessus. Donc la gouvernance, elle nécessite ce qu'on appelle une politique de l'AGI, donc l'écriture. Alors ça, c'est le point 6, c'est-à-dire que s'il y a une gouvernance de l'information, il y a obligatoirement une politique à écrire. Cette politique à écrire, eh bien, c'est effectivement, je faisais un peu un retour d'expérience sur, voilà, la politique, elle est générique, hein, sur les datas qui sont structurées et non structurées. Mais par contre, dans la politique, il y a une feuille de route qui va dire, on va démarrer peut-être par les non structurés ou par les structurés, hein, je ne sais pas. Et puis, il va y avoir des rôles, des responsabilités. Et quand on parle de tout ça, on va parler aussi de ce que j'appellerais des cas d'usage et référentiels. Ça, c'est le point 4. Alors, le référentiel, les référentiels, par exemple, il y a eu des retours d'expérience qui nous ont dit oui, les durées de conservation, la possibilité de supprimer, c'est compliqué. Ça doit être embarqué dans des référentiels. À construire, c'est juste un tout petit peu complexe, mais une fois qu'on les a construits, on les fait évoluer et c'est l'essentiel en fait. Les référentiels, c'est aussi mettre effectivement au niveau de chaque donnée son cycle de vie, son niveau de risque. C'est également les rôles des personnes qui ont des profils, hein, des profils qui ont les droits d'accès. Ceux qui ont le droit d'accès en protection, ceux qui ont le droit d'accès en accès directement. Donc du coup, on va avoir également ce qu'on appelle dans les référentiels des référentiels de métadonnées. Parce que l'intelligence artificielle, c'est magique, mais en même temps, ça doit être nourri avec de la data. Et donc, souvent, on se sert d'un certain nombre, effectivement, de référentiels, comme par exemple des listes de clients, des listes d'usagers, des listes, etc., qui vont effectivement avec ces référentiels qui doivent être de qualité nécessairement, pouvoir ensuite permettre, avec l'intelligence artificielle, de pouvoir indexer de manière automatique, de pouvoir pousser dans un workflow de manière semi-automatique ou automatique, de demander des signatures ou des visas ou des validations aux uns et aux autres. Et donc, on a besoin effectivement de
de clés de référentiel. Et ces référentiels, ils doivent être listés dans cette politique de gouvernance, tout simplement. Il n'y en a pas besoin d'avoir 36 000, mais les quelques-uns qui sont partagés intermétiers ou intramétiers doivent être effectivement posés. Les cas d'usage, et je rebondis sur ce qui a été dit précédemment par Virginie, offre de service. Alors, on parle de cas d'usage comme d'offre de service. Pour moi, c'est un petit peu synonyme quand même. Le cas d'usage, c'est par exemple, je prends, je vous donne quelques exemples. Par exemple, j'ai un chef de service qui doit gérer son service. Donc, il doit faire des réunions de service, il doit faire des comptes rendus de service, il doit suivre des activités, etc. Donc, il peut y avoir effectivement un cas d'usage qui correspond à la gestion d'un service. Donc, c'est du standard, il y a des modèles, c'est embarqué à la fois dans l'intelligence artificielle, mais également dans la GED, le CM, et qui permet ensuite, effectivement, à n'importe quel utilisateur ou chef de service d'ouvrir son espace cas d'usage, je gère mon service, et de pouvoir se retrouver, effectivement, dans quelque chose qui est pré-packagé, et d'éviter que chacun, en fonction d'une vision personnelle ou d'une expérience précédente, qui met dans son C, qui met dans son Teams, qui met dans son SharePoint, qui met ailleurs, etc. Donc là, on a quelque chose d'homogène. Par exemple, instruire une facture, la payer, quand on regarde effectivement les différents métiers, quand on fait un audit sur ce genre de choses, on s'aperçoit très vite qu'il y a franchement, dans une même entreprise ou même une même direction, manière et manière de valider une facture, de la recevoir, de la valider, ensuite de la payer. Et donc, du coup, là aussi, autre cas d'usage ou offre de service, c'est toute l'instruction d'une facture. Et avec la e-facture, d'ailleurs, ça va nous aider aussi et ça va aider pas mal d'entreprises en fait à poser des cas d'usage qui vont être un peu plus standardisés avec les exigences effectivement de la e-facture exigées par la DGFiP. La gestion d'un contrat, par exemple. La gestion d'un projet. Qui fait la gestion de projet de manière homogène dans toutes les directions et dans toutes les structures? Moi, je n'en ai pas rencontré. Par contre, effectivement, déployer des cas d'usage avec des outils qui vont bien et donc déployer ça au travers d'une gouvernance de l'information, il peut y avoir effectivement des cas d'usage ou des offres de services de type je gère mon projet, je gère ma documentation qualité. Et puis après, je gère mon métier, telle catégorie de métier, telle production, etc., etc. Vous voyez, donc référentiel et cas d'usage, ça s'intègre complètement, mais ça évolue. Il y a des nouveaux cas d'usage, il y a des modifications des cas d'usage. Donc ça, le point 3, c'est l'essentiel. Le point 6, ça va avec. Le point 4, référentiel et cas d'usage. Et puis, le point 5, certification et périmètre. Il y a les 27 001, il y a les 14 001, il y a les 9 001, il y a pas mal, effectivement, il y a les 30 301 pour le record management, etc. La gouvernance de l'information va poser, et ça va être acté et validé, etc., par l'instance, si effectivement, on le fait sur tout le périmètre, moi, j'en connais pas qui ont fait des certifications sur l'ensemble global de tous les périmètres, mais par contre, sur quel périmètre? Et puis après, comme les nénuphars, on étend sur périmètre 1, périmètre 2. Il y a le périmètre, par exemple, HDS, avec santé. Et puis, il y a le périmètre qui va être plus technique, ou des périmètres où il n'y a pas besoin de 27 000, par exemple. Pourquoi pas? Où on met de la 27 000 après. Donc, vous voyez, on peut poser aussi de la norme certifiante, mais on peut ne pas aller jusqu'à la certification. On peut décider effectivement que sur tel périmètre, le risque est très important, donc on pose à la fois la norme et à la fois la certification. Et on demande à AFNOR Certification de pouvoir effectivement garder, suite à des audits de certification, des engagements sur 3 ans, en fait, en termes de certification. Donc ça, c'est poser la gouvernance avec une approche effectivement globale. Ensuite, et évidemment, je les mets
pas en dernier. Parfois, c'est en premier. C'est-à-dire, en fait, eh bien, j'achète une GED, j'achète un archivage électronique, j'achète un système de parapheur de signature électronique, etc. Et effectivement, et parfois, d'ailleurs, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, on achète et ensuite, ah, OK, il faut qu'on mette un petit peu de gouvernance là-dessus si on veut effectivement que ça parte pas en vrille. Du coup, il y a des solutions. Donc, c'est des infrastructures. Donc, des data centers, on les met où? Ils sont sécurisés comment? Et puis, avec le point 7, mon data center, il aura un niveau de consommation d'énergie bas, très bas, très très bas ou pas. Donc là, c'est effectivement l'éco-responsabilité, hein, c'est le numérique, la sobriété numérique. Au niveau technique, donc tout le volet infrastructure avec l'hébergement chaud, froid. Est-ce que je le mets en cloud ou en SaaS ou en interne? Enfin, voilà, tous ces volets-là sont traités par le point 1. Et il y a le volet 2 qui sont les solutions, en fait. Donc, ils sont les fonctionnels. Et là, bien, ce matin, Box nous a vraiment bien partagé, en fait, ces différentes fonctionnalités. Island avec effectivement ces interconnectivités, avec cette architecture effectivement multiple. Et du coup, effectivement, c'est quelles sont les fonctions dont on a besoin. Et plutôt, effectivement, intéressant de couvrir un petit peu plus de façon à poser progressivement les cas d'usage et les offres de services au fur et à mesure. Et je voudrais terminer rapidement avec évidemment, vous m'attendiez là-dessus, évidemment, hein, sur non seulement la 26 000, mais sur la sobriété numérique. Il faut avoir en tête quand même que le numérique, aujourd'hui, en France, est responsable de 2,5% des émissions de gaz à effet de serre et 2,5, eh bien, vous avez repéré que c'était à peu près l'aviation civile. Du coup, c'est quand même relativement, enfin, complètement énorme, et 10% de la consommation de l'énergie. Donc, du coup, tout va être orienté vers, effectivement, et là, eh bien, Simon, ce matin, a beaucoup été concentré, effectivement, sur ce volet-là, et on ne peut, effectivement, que rebondir par rapport à ce travail, effectivement, de Highland, mais qui est valable, effectivement, sur l'ensemble des ECM, etc. J'envoie 10 emails avec une pièce attachée où je mets la pièce attachée dans une GED et j'envoie 10 emails de notification. Eh bien, le rapport uniquement en termes de factorisation, c'est de 1 à 10. C'est-à-dire, je consomme 10 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre, donc de ICO2, lorsque effectivement j'envoie l'email que je conserve évidemment dans 10 messageries pendant 5 ans, parce qu'en moyenne, ça se conserve pendant 5 ans, voire plus. Hein, voilà. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un point et je termine effectivement en vous encourageant en fait à télécharger le référentiel éco-responsable sur les 21 indicateurs qui donnent déjà, qui permettent déjà de la mesure en fait pour pouvoir savoir où je vais pouvoir réduire en fait mes émissions. Et donc comme c'est en open source, vous pouvez l'utiliser et beaucoup d'acteurs du domaine commencent à bien l'utiliser en fait et à calculer pour leurs clients les vracs numériques, etc. et les gains en fait hein, qui y sont associés. Voilà, je voulais vraiment partager un peu ces retours d'expérience et cette expérience. Désolé d'avoir été un petit peu long, mais voilà. Non, merci, merci Pierre. Alors, juste peut-être un correctif. Si tu parlais bien de Ecodata, la calculatrice éco-responsable, c'est Innovation and Trust et non Island. Oui, C'est bien d'accord. ça dont tu parlais. Oui. Non, je parlais de notre indicateur Serdar Archimag, en fait. Mais quand tu parlais de ce matin, Ah oui, 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 tout à fait. donc ça, c'est Innovation and Trust et non Island. Tout à fait, Voilà. absolument. Voilà. Juste. Et là, c'était, pardon, oui, oui, c'était tout à fait pertinent. Ok. Merci de cette précision, hein, désolé. Bah écoutez, notre journée se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. Un grand merci à Caroline hein, qui a été là tout au long de la journée en fil rouge. Merci Pierre aussi d'avoir ouvert et fermé le bal. Et puis bah, merci aussi à Fabien d'avoir pu échanger avec vous. Et voilà, merci à vous surtout. Et puis nous allons vous envoyer donc
un lien, un email avec le replay et toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez échanger avec nos intervenants si vous en avez besoin. Voilà, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle journée de webinaire organisée par Archimag et Sardin Conseil. Voilà, on vous dit à bientôt. Au revoir Pierre, à une prochaine fois. Oui, au revoir, à bientôt. Et puis, juste peut-être un petit dernier mot, c'est que vous avez tous compris que nous sommes sur le chemin en fait de la gouvernance de l'information et qu'il faut nécessairement être humble, modeste et concaténer en fait tous nos retours d'expérience pour avancer dans le bon sens, sachant effectivement que un, c'est pas de la théorie. Et deux, ça se construit et ça se construit effectivement progressivement. Parfait, alors bon chemin à tous. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Ça fait partie du SAV, comme on dit. Exactement. Bah, bonne fin de journée, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.